Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons illustrer la notion d'équation différentielle à travers l'étude d'un système masse-ressort que l'on peut rencontrer en mécanique. Le titre de cette vidéo est Exemple 1 bis, car nous avons fait en sorte de travailler avec la même équation différentielle qu'à l'exemple 1, afin de nous concentrer ici sur la gestion des conditions initiales. Pour commencer, précisons le contexte dans lequel nous allons nous placer. Donc on va étudier un système masse-ressort horizontal. Donc ici, le support il est en orange et on va noter x de t. En fait, la longueur qui va du point de contact du ressort ici avec le support jusqu'au point de contact entre le ressort et la masse qu'on a ici en gris. Donc on va noter x indice équilibre. En fait, la position au repos là qu'on a donc qui donne la position d'équilibre, et pour la vidéo ici la valeur sera égale à 3. Donc lorsqu'on applique le principe fondamental de la dynamique, on peut montrer que la fonction x qui dépend du temps est solution de l'équation différentielle que l'on va noter E, qui est m fois x de point plus bêta fois x point plus k fois x égale k fois la position, enfin la valeur de la position d'équilibre. Donc ici, on a décidé de prendre la notation à la physicienne là pour les dérivés. Donc x point, c'est la dérivée de x par rapport au temps, et x de point, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps aussi. M, c'est la masse qu'on a ici, k, c'est la raideur du ressort, et bêta, c'est une constante qui est liée aux forces de frottement. Donc ici, dans l'exemple que l'on va traiter là dans la suite, en fait, on va avoir suffisamment de frottements, si on veut, et c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir les négliger, mais pour autant, les frottements ne seront pas très élevés non plus, et on verra en quoi ça modifie, si on veut, la fonction x que l'on va obtenir à l'arrivée. Mais ça, on en reparlera en conclusion de la vidéo, et donc je n'insiste pas trop dessus là pour l'instant. Donc souvent, lorsque l'on est en mécanique, on a tendance plutôt à ne pas garder mx de point, mais on a plutôt envie de tout diviser par m, et donc l'équation différentielle, on préfère plutôt l'écrire x de point plus bêta sur m fois x point plus k sur m fois x égale donc k fois le x équilibre là divisé par m. Donc même si ici mon objectif n'est pas trop de faire de la méca en détail, de donner des valeurs précises pour k, m, etc. Sans trop non plus détailler tout ce qui est les unités qui interviennent pour m, k et le reste, on peut imaginer que en faisant une application numérique, l'équation différentielle que l'on obtient est la suivante, c'est-à-dire x de point plus 2x point plus 101 fois x égale 303. Et donc tout l'intérêt ici va être de résoudre cette équation différentielle. Mais comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, lorsqu'on a une équation différentielle comme ça, qui est une équation d'ordre 2 à coefficient constant, et qui est linéaire, ben on est sûr qu'on va avoir une infinité de solutions. Mais ici, évidemment, quand on a affaire à un problème concret, a priori, le x de t, là, il n'y a pas une infinité de possibilités, il n'y en a qu'une seule. Et cela vient en fait du fait qu'on connaisse des conditions initiales. Alors ici, par exemple, on peut imaginer que à t égale 0, ben, on connaît la position initiale, donc qui va être x de 0, et on connaît la vitesse initiale, v de 0, qui est en fait x point calculé en 0. Alors pour fixer un peu les idées, si on imagine que x de 0 vaut 4, et que v de 0 c'est moins 1, et ben on va voir que avec l'équation différentielle et ces deux conditions initiales, on va voir qu'il n'y a qu'une seule fonction x qui est solution du problème. Donc si on est dans le cas avec x de 0 qui vaut 4 et v de 0 qui vaut moins 1, en fait on peut voir donc que la masse ici va être à cette position-là, puisqu'on a x de 0 qui vaut 4. Et si on fait une petite animation pour en fait visualiser un peu ce qui va se passer, on va avoir quelque chose comme ça, avec le ressort. On voit ici que le x de t va osciller autour de 3 en fait. Mais si on veut être plus précis sur la façon dont le x de t oscille, il va vraiment falloir connaître précisément l'expression de x de t,
Et pour cela, il va vraiment falloir résoudre l'équation différentielle et exploiter les conditions initiales. Donc pour commencer, on va s'intéresser à l'équation différentielle et on va la résoudre. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, j'ai fait exprès de récupérer exactement la même équation différentielle qu'à l'exemple 1. Donc je vais être assez rapide là pour traiter la résolution de cette équation. En fait, la seule difficulté en quelque sorte, c'est de jongler avec les lettres, puisque dans le cours, la fonction inconnue c'est y et la variable c'est x. Alors qu'ici, vu le contexte, eh bien la fonction inconnue c'est x et la variable c'est t. Donc du coup, il faut juste faire attention à ça. Donc comme on l'avait déjà vu, il faut juste se raccrocher à ce qui a été dit dans le cours, donc vérifier qu'on est bien dans le cadre d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec des coefficients constants, donc ça pas de problème. Dans ce cas-là, on sait que toutes les solutions, alors ici ça va être x, donc sous-entendu x de t, ça va être obtenu sous la forme xh plus xp, donc solution de l'équation homogène pour xh, et xp c'est une solution particulière de l'équation différentielle qu'on a ici au début. Donc pour xh, on passe par l'intermédiaire de l'équation caractéristique, on résout ça à partir du discriminant delta, donc ça c'est ce qu'on avait déjà fait dans la vidéo exemple 1, ça nous permet de trouver xh, donc avec dans l'expression de xh des cosinus, des sinus et un exponentiel. Donc là, si vraiment vous voulez voir le détail, il faut aller regarder à nouveau la vidéo qui est donc avec le titre exemple 1. Pour xp, donc pour trouver une solution particulière de notre équation différentielle ici, eh bien on peut d'abord chercher sous la forme de solution évidente, et en fait c'est possible de le faire comme ça, et on voit que quand on prend la solution, enfin la fonction x qui vaut 3, ici ça marche bien, puisque quand on a 101 fois 3, ça fait 303, et comme la dérivée de x et la dérivée de x, c'est-à-dire la dérivée de 3, ça fait 0, la dérivée seconde fait 0, et donc l'équation est bien vérifiée. Donc là, pas de souci pour avoir cette solution particulière. Et donc finalement, les solutions de l'équation E qu'on a ici, eh bien c'est toutes les fonctions qui s'écrivent x égale, donc lambda cosinus d'it plus mu sinus d'it, le tout fois exponentielle moins t, plus la solution particulière qui vaut 3. Et donc ici, lambda et mu, ce sont des constantes réelles quelconques. Et donc c'est parce que lambda et mu sont des constantes réelles quelconques que l'on a les solutions de E qui sont données par cette formule-là, puisqu'en fait, pour lambda égale 2 et mu égale 3, ça nous fait une première fonction, pour lambda égale 28 et mu égale moins 1,5, ça nous fait une autre fonction, etc. Mais justement, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a des conditions initiales qui font que on ne peut pas mettre n'importe quelle valeur sur lambda et mu pour s'assurer que les conditions initiales sont vérifiées. Donc maintenant, on va gérer les conditions initiales, et donc on va commencer par la condition x de 0 est égal à 4. Donc comme on sait, là j'ai mis par rapport à ce qui a été fait précédemment, j'ai mis la variable en fait dans l'affaire, je ne mets pas juste x, mais j'ai noté x de t, pour bien voir la dépendance avec la variable t, et donc quand on dit x de 0 qui vaut 4, c'est bien quand on fait x de t pour t égale 0. Donc quand on dit que x de 0 égale 4, ça veut dire que dans cette expression-là, quand on remplace t par 0, on doit trouver 4. Donc si on fait ça, on remplace ici t par 0, et on dit qu'on veut que ça fasse 4. Et donc on regarde ce que le calcul nous donne. Donc ici on va avoir l'exponentielle moins 0, là, ça nous fait exponentielle 0, et exponentielle 0 ça fait 1. Ensuite là 10 fois 0, ça fait 0, donc on va avoir ici lambda cos 0, plus mu sinus 0, mais donc ici exponentielle moins 0 ça vaut 1, donc tout ça fois 1, il n'y a pas besoin de le réécrire, plus 3 égale à 4. Maintenant en regardant un cercle trigonométrique, on constate que cos de 0 c'est 1, et sinus de 0 c'est 0. Donc ça nous donne cette égalité-là, donc en fait mu fois 0, ça fait dégager le mu, et ça fait juste lambda plus 3 est égal à 4. Et donc en soustrayant 3 des deux côtés, ça nous fait lambda égale 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Donc là, la première condition initiale, qui est donc x de 0 égale 4, elle nous impose en fait lambda est égal à 1. Et donc on n'a pas le choix sur lambda. Donc maintenant il nous faut des infos pour trouver mu. Et donc cette info-là, elle vient de la deuxième condition initiale qui porte sur la vitesse initiale. Donc maintenant on va regarder ça.
Donc on repart de l'expression de x de t, et donc nous on a des infos sur la dérivée de x calculée en 0. Donc il faut d'abord calculer la dérivée de x calculée par rapport à t, et après on évaluera en t égale 0. Donc pour dériver x de t ici, donc on constate qu'on a avant tout une somme, donc on a toute l'expression ici en bleu plus 3, donc pour dériver ce sera la dérivée de tout ce qui est en bleu plus la dérivée de 3, donc ça, la dérivée de 3, ça va faire 0 et ça va pas poser de problème. Par contre tout ce qui est en bleu là, en fait on a affaire à un produit, donc il va falloir dériver ça comme un produit justement u fois v. Donc après, au courage, on y va, donc x point de t, ça va nous faire le u' fois v, donc il faut utiliser d'une part ici que la dérivée de cosinus d'une fonction, c'est moins la dérivée de la fonction fois le sinus de la fonction, et ici, pour dériver le sinus de dt, il faut utiliser la formule sinus d'une fonction, qui est la dérivée, ici ça va être 10, fois le cosinus de la fonction. Donc là, comme lambda et mu sont des constantes, elles restent juste devant là sans problème. Et donc une fois qu'on a u'v, il nous reste maintenant plus u fois v'. Donc ici u, il n'y a plus qu'à recopier, et pour avoir v', il faut utiliser la dérivée de exponentielle d'une fonction, c'est la dérivée de la fonction, donc ici la dérivée de moins t c'est moins 1, fois exponentielle de la fonction, donc exponentielle moins t. Et donc comme je disais, il y a plus 3 ici à dériver qui nous donne plus 0. Donc tout cela va nous donner cette expression-là pour la dérivée, et donc soit on pourrait là par exemple mettre en facteur exponentielle moins t, mais comme de toute façon l'étape suivante va être de gérer x point de 0 égale moins 1, c'est-à-dire qu'on va remplacer, dans toute cette expression-là, on va remplacer t par 0. Donc il n'y a pas besoin forcément de mettre en facteur exponentielle moins t, il faut mieux repartir de l'expression et remplacer t par 0 directement. Donc quand on fait ça, on retrouve de l'exponentielle 0 ici, là aussi, on a exponentielle moins 0, mais qui fait exponentielle 0, là pareil, donc ça on sait que ça fait 1, et puis de toute façon dans les sinus et les cosinus, on retrouve sinus 0 qui vaut 0, donc tout ce terme-là va dégager. Ici cos 0 il vaut 1, donc il va juste nous rester 10 fois mu, et donc fois 1, donc il va juste rester 10 mu, et puis pour ce terme ici, là, donc ça est multiplié par moins 1 ici, le sinus 0, donc c'est 0, donc tout ça dégage, et il nous reste lambda cos 0, donc c'est lambda fois 1, mais multiplié par le moins 1 qui est ici, ça va faire moins lambda. Donc ici, en fait, tout le terme de gauche, là, il vaut 10 mu, et tout le terme de droite, il vaut moins lambda. Donc globalement, x point calculé en 0, en fait, c'est 10 mu moins lambda. Donc nous, on a dit que la condition initiale, c'était que x point de 0 calculé en 0, c'était moins 1, donc ça veut dire en fait que 10 mu moins lambda, on veut que ça fasse moins 1. Sauf que lambda, on a dit ici, avec la première condition initiale, on a dit que ça valait 1, donc ici le lambda, on peut le remplacer par 1. Donc ça nous fait 10 mu moins 1 égale moins 1, on ajoute 1 des deux côtés, il va nous rester 10 mu égale à 0, et en divisant par 10 des deux côtés, ça nous fait mu est égal à 0. Donc par conséquent, comme on l'avait évoqué, lorsqu'on avait uniquement l'équation différentielle, on avait plusieurs solutions possibles pour x de t, donc donné avec cette formule-là. Mais donc, avec la condition initiale pour x de 0 égale 4, on voit qu'on n'a plus le choix sur lambda. Et avec la deuxième condition, là, qui porte sur la vitesse initiale, eh bien maintenant, on n'a plus le choix sur mu. Donc maintenant, on peut remplacer lambda par 1 et mu par 0 dans cette expression-ci, et ça nous permet de trouver x de t, qui vaut cosinus d'it fois exponentielle moins t plus 3. Donc là, on voit justement que là, il n'y a plus qu'une seule fonction, et c'est celle qui est solution du problème qu'on avait au départ. Alors avant de passer à la suite et de représenter cette fonction-là dans un repère, je vais quand même faire une remarque sur la gestion en général des conditions initiales. Donc là, vu les conditions initiales que l'on avait, la première condition nous a donné directement lambda. Mais parfois, en fait, la première condition, ça nous donne une expression un peu comme pour la deuxième, c'est-à-dire que la deuxième condition là qu'on a calculé x point de 0, ça nous donnait une expression qui dépendait de mu et de lambda. Et donc parfois, la première condition nous donne aussi une égalité qui lie lambda et mu. Ce qui fait que, assez régulièrement, en fait, on a deux conditions initiales, et les deux conditions initiales,
sont liées aux deux variables, enfin aux deux constantes que l'on cherche, lambda et mu. Et donc lorsqu'on doit trouver lambda et mu, eh ben ça fait qu'on a deux équations, donc comme celle-ci ici, lambda égale 1, mais parfois avec du mu dedans. On a l'autre équation comme ici, 10 mu moins lambda égale moins 1, et donc pour trouver lambda et mu, il faut être capable de résoudre un petit système à deux équations, deux inconnues. Donc ici, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le mu a disparu de la circulation quand on a fait x de 0 égale 4, parce que mu était multiplié par sinus 0, et donc multiplié par 0. Donc c'est ça qui l'a fait disparaître. Mais assez souvent, lorsqu'on gère des conditions initiales, il faut être capable de résoudre un système à deux équations, deux inconnues. Bref, maintenant on revient à notre solution, là, x de t, et on va chercher à la représenter dans un repère. Donc ici, on va pas faire, enfin on pourrait essayer de faire calcul de la dérivée, signe de la dérivée, tableau de variation, etc. Mais ici, juste pour faire un peu sentir les choses, on va le faire un peu de façon différente, en constatant d'abord que par propriété du cosinus, le cosinus de 10 fois t, donc de toute façon en fait cosinus de n'importe quel réel, il est toujours coincé entre moins 1 et 1. Donc ici, quand on va multiplier par exponentielle moins t, comme l'exponentielle de n'importe quoi est toujours positif, on va avoir cosinus d'it fois exponentielle moins t, qui est toujours coincé entre moins exponentielle moins t et exponentielle moins t. Alors si on regarde bien, la fonction ici exponentielle moins t, elle est représentée dans un repère par cette courbe-là. Et moins exponentielle moins t, comme c'est l'opposé de exponentielle moins t, c'est le symétrique de cette courbe-là par rapport à l'axe des abscisses. Donc on va se retrouver avec la courbe verte qui est ici. Et si on cherche à représenter cosinus d'it multiplié par exponentielle moins t, il faut voir que le cosinus d'it, sur un certain nombre de valeurs et même une infinité de valeurs de t, le cosinus d'it, il vaudra 1. Au maximum, là, quand le cosinus, justement, vaut 1. Et donc l'expression qui est ici en bleu, pour les t qui auront un cosinus d'it qui vaut 1, eh bien, en fait, la fonction ici, elle va coïncider avec exponentielle moins t. Et donc au niveau du graphe, ça voudra dire que la fonction vient toucher la courbe bleue. Et à l'inverse, quand le cosinus d'it, donc pour des valeurs de t bien précises, quand ça va valoir moins 1, ça veut dire que la fonction ici, qui est en bleu là, eh bien elle va valoir moins exponentielle moins t, avec la valeur de t correspondante. Et donc ça veut dire que les points vont aller toucher la courbe verte. Et donc c'est pour ça en fait que lorsqu'on représente cosinus d'it fois exponentielle moins t, on a une courbe en fait qui va osciller, parce que ça va venir toucher ici la courbe verte, puis, donc ça c'est quand le cosinus d'it vaut moins 1, ensuite quand le cosinus d'it va valoir 1, on va venir toucher ici la courbe bleue, puis ainsi de suite, puisque justement le cosinus d'it, il n'arrête pas d'aller valoir 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1, etc. Et donc ça nous fait une courbe comme ça, qui est avec des oscillations, mais avec des oscillations qui sont d'amplitude de plus en plus petites, et on voit que là, pour cette fonction-là, ça vient de plus en plus proche de l'axe des abscisses. Alors nous, faire attention, on n'a pas juste cette fonction-là en bleu, puisqu'on a aussi le plus 3, mais ça c'est pas bien gênant, puisque si on veut un encadrement de la fonction bleue plus 3, ça revient à ajouter 3 pour chaque expression qu'on a ici, et ça va nous donner ça. Et donc au niveau du graphique, ça veut juste dire que toutes les fonctions, la bleue, la rouge et la verte, vont toutes être décalées verticalement de 3, vers le haut, et non pas vers le bas. Et donc ça va nous donner pour x de t, là, qui est donc donné par cosinus d'it fois exponentielle moins t plus 3, ça va nous donner cette courbe-là. Donc on a tout décalé de 3 vers le haut. Donc là, il faut pas perdre de vue que dans notre situation, le x de t, là, ça correspondait au déplacement qu'il y avait pour le ressort. Et en fait, là, quand on travaille en mécanique, on parle de régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que c'est pas périodique, parce qu'on a quand même une impression que en fait, on retrouve à chaque fois la même chose. Alors en fait, il y a un peu cette idée-là, mais comme l'amplitude diminue à chaque fois, c'est pas vraiment périodique. Donc c'est pour ça qu'on parle de pseudo-périodique. Donc je rappelle aussi que dans le système masse-ressort qu'on avait au début, j'avais dit que pour la position d'équilibre, elle était égale à 3. Donc c'est pour ça ici qu'on retrouve
L'axe horizontal de hauteur 3, là, c'est parce que ça correspond à la position d'équilibre. Et en fait, on constate en fait sur le graphique ici que le déplacement en fait du système, eh ben c'est justement, on partait de 4 qui était la position initiale, et puis en fait le ressort là revenait s'approcher de la position initiale, ça repartait dans l'autre sens, et puis ça revenait, etc. Mais en allant, comme je disais, avec une amplitude de plus en plus faible. Bon, et pour la petite histoire, parce que ça c'est une valeur qui est souvent utile en mécanique, et bien en fait la durée entre deux maximums successifs là, donc quand on prend soit ce maximum là et puis celui qui vient après, ou celui-ci puis après celui-là, et bien en fait à chaque fois la durée qu'on a, elle correspond en fait à pi sur 5. Et c'est ce qu'on appelle la pseudo-période. Et donc en fait pourquoi pi sur 5 ? C'est parce que c'est aussi la période de la fonction cosinus d'it, là quand on prend juste cosinus d'it toute seule, et ben la période de cosinus d fois t, c'est pi sur 5. Et donc il faut bien voir que c'est la même entre deux sommets successifs, donc c'est-à-dire que même entre celui-là et celui qui vient après, c'est encore une durée de pi sur 5. Bon, alors pour terminer, juste pour remettre un petit peu, faut se rappeler en fait du système initial, et faire le lien en fait entre l'animation qu'on avait vue au début sur le ressort là et de voir comment il bougeait, et le dessin qu'on a ici, et bien en fait on va remontrer la petite animation, et où il faut constater justement le x de t qui descend, qui monte autour, enfin qui oscille autour de 3, exactement comme ici la courbe oscille autour de 3. Mais là l'avantage en fait, c'est donc on voit ici que x de t termine justement proche de la position d'équilibre, et on voit comment en fait ce que l'on lit ici sur le dessin de façon horizontale, et donc l'oscillation autour de 3, comment on la visualise ici sur le graphique avec le tracé de la courbe. Et donc le tracé de la courbe évidemment est plus précis parce que on sait exactement comment l'amplitude diminue, et là on voit qu'elle diminue de façon exponentielle, alors que ça on n'en est pas conscient quand on regarde juste l'animation. Donc c'est en ça que la résolution précise de l'équation différentielle permet de faire vraiment une description très précise aussi du coup de x de t. Et voilà, alors j'espère qu'avec cet exemple emprunté au domaine de la mécanique, vous aurez saisi tout l'intérêt pour un étudiant en GMP de savoir résoudre une équation différentielle.